Bonjour, dans cette vidéo qui concerne la cinématique du solide, je vous propose de revenir sur des notions que vous aviez déjà travaillées les années précédentes. Ces notions seront ensuite revues en détail dans les prochaines vidéos. Pour l'instant, cette première vidéo focalise sur deux points particuliers. Le premier point, ce sont les objectifs, mais aussi les connaissances attendues dans ce domaine. Et le deuxième objectif, ça sera, à travers quelques exemples, de comprendre que la cinématique peut m'aider, peut être utile dans ma pratique quotidienne de technicien de maintenance, et notamment dans le choix et le dimensionnement de composants. Par exemple, imaginons que j'ai à améliorer un produit, donc comment la cinématique va pouvoir m'aider à choisir des composants. Alors, le premier point que j'ai soulevé concerne donc les connaissances. Voici un extrait donc du référentiel du BTS. Et la deuxième partie, la partie basse, se concentre sur les objectifs de la cinématique. Alors, à ce propos, à partir de là, je vous propose de compléter le cours que vous avez dû télécharger en même temps que se déroule cette vidéo. Donc, les objectifs de la cinématique sont doubles: choisir des composants, mais aussi dimensionner des composants. Donc, c'est donc un aspect très pratique que je voudrais aujourd'hui développer, et non seulement aujourd'hui, mais aussi dans les prochaines vidéos. Donc, la démarche que l'on suivra pour ceci, bien, elle se déroulera ainsi. Première chose qu'il faudra faire, c'est bien sûr identifier les mouvements relatifs entre un solide par rapport à un autre. Deuxième point, ce sera de déterminer les grandeurs cinématiques. Quand on parle de grandeur cinématique, on fait surtout référence aux vitesses des points. C'est surtout cette grandeur donc, qui nous intéressera. Bien sûr, parfois, on aura besoin aussi de connaître les accélérations pour, par exemple, inclure des résultats dans des calculs de dynamique. Et enfin, le dernier aspect concernera la définition des positions des points. Ceci nous permettra de connaître ou de tracer une courbe, des courbes que l'on appelle des trajectoires, et de cette façon, on pourra, par exemple, connaître la course d'un composant type vérin. Je rappelle que la course, notamment dans le cas d'un vérin, c'est la différence entre la longueur maxi et la longueur mini. Alors, je vous propose de regarder tout de suite cet extrait d'une documentation constructeur. Donc, il s'agit d'un amortisseur industriel. Le but de cet amortisseur industriel, c'est non seulement, bien sûr, d'amortir, mais aussi de freiner une masse tournante et éventuellement l'arrêter. Si on regarde, par exemple, cette application, on voit qu'il y a un tableau, une table, un plateau tournant. Cette table comporte une partie fixée à la table qui va rentrer en contact avec l'amortisseur. L'amortisseur donc va freiner cette table tournante, puis éventuellement donc l'arrêter. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai montré cette documentation constructeur? Eh bien, pour remarquer que, par exemple, la vitesse d'impact va avoir évidemment un intérêt. Donc, la cinématique va pouvoir me permettre de déterminer la vitesse d'impact, et cette vitesse, je vais l'inclure dans les formules qui sont présentes ici dans cette documentation constructeur, et notamment ici VD. Donc, une fois que j'ai la connaissance de ceci, eh bien voilà, par exemple, ici, ça a été calculé. Je vais rentrer toutes ces données dans les formules, et avec les résultats donnés par ces formules, je vais pouvoir faire un choix judicieux du composant qui correspond parfaitement à mon application. Un deuxième exemple, imaginons que vous vouliez installer des vérins ou un vérin dans un système. Vous avez déjà choisi la technologie, donc par exemple celui-ci ou celui-là. Après, vous avez aussi choisi le diamètre du piston en fonction de la pression que doit exercer le fluide pour obtenir
la force voulue en bout de tige de vérin. La dernière chose qui vous reste à faire pour pouvoir choisir la bonne référence du vérin, eh bien, c'est de connaître la course du vérin. Tout à l'heure, j'ai donc parlé de la course. Voilà, la cinématique va effectivement me permettre de déterminer la course d'un vérin et donc de pouvoir sélectionner la bonne référence pour commander le vérin donc, qui va correspondre à mon application. Alors maintenant, revenons un petit peu sur des choses que vous aviez déjà vues, des notions que vous aviez déjà vues, notamment la notion de mouvement. Donc on parle notamment de mouvement plan. Quand on parle de mouvement plan, c'est lorsqu'une pièce se déplace par rapport à une autre et que ce mouvement reste dans un plan, par exemple le plan XY, ou alors dans un plan qui est parallèle à celui-ci. Alors pour mettre en contexte, mettre en situation ce chapitre sur les mouvements, eh bien j'ai pris un système que vous connaissez bien puisqu'il est dans votre atelier de maintenance. C'est un sous-système du palétique, donc c'est le système de préhension du palétique, donc qui est constitué d'un plateau, etc., et notamment des pinces. Je rappelle que ces pinces sont là pour saisir, mais aussi déposer des blocs, pour les déposer ensuite sur des palettes. Alors, pour imager ceci, eh bien, on va regarder donc une vidéo. Donc, cette vidéo, eh bien, en fait, c'est tout simplement, ça correspond à la maquette numérique de ce sous-système. Donc, vous remarquez qu'ici, eh bien, il y a le vérin, et c'est ce vérin, donc, lorsqu'il est mis sous pression, qui va permettre donc la rotation de ce plateau pour positionner donc ce plateau porte-pince correctement. Ensuite, les pinces vont pouvoir venir saisir et déposer les blocs. Donc voilà, c'est tout simple. Donc maintenant, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va focaliser sur deux mouvements plans particuliers. Par exemple, celui-ci, le mouvement de rotation. Mouvement de rotation donc du corps du vérin par rapport au bâti. Alors, pour bien distinguer le corps du vérin par rapport aux autres pièces, je vais le mettre en couleur, ici. Voilà. Alors, voilà. Donc, ça y est, ça a été fait. On le voit bien, on le distingue bien. Maintenant, je vais passer en vue de dessus pour bien observer ce mouvement de rotation. Voilà. Donc, lorsque le vérin agit, vous voyez dans cette partie-là que le corps du vérin tourne. Certes, il tourne d'une valeur d'un angle qui n'est pas très 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 grand, mais malgré tout, il tourne un petit peu, donc il faut une liaison pivot. Cette liaison pivot, elle est d'ailleurs obtenue par un système qui est très intéressant. Vous voyez, c'est cette pièce. Cette pièce, en fait, elle est formée par deux parties, donc elle constitue ce qu'on appelle la patte de fixation. Et cette patte de fixation, elle a plusieurs intérêts. Alors, on vient de voir que ce corps du vérin, puisqu'on devait avoir une liaison pivot, puisqu'il y avait un guidage en rotation, ce guidage en rotation, il va être obtenu par ces deux surfaces cylindriques. Et puis, comme cette patte de fixation, elle a été obtenue par deux pièces, ces deux pièces doivent être liées complètement. Donc, ces pièces liées complètement par des vis. Donc, ici, il y a des emplacements pour les vis qui vont lier complètement ces deux parties. Et puis ensuite, vous voyez qu'ici, il y a deux trous que l'on retrouve également ici. Ces deux trous vont nous permettre de mettre en place des vis de pression. Et ces vis de pression vont exercer une pression sur le corps du vérin. Conclusion, ce corps du vérin sera complètement lié à cette patte de fixation. Donc maintenant, on a vu un premier mouvement plan, le mouvement de rotation. Maintenant, je vais voir le deuxième mouvement. Donc ce mouvement, ça sera celui des pinces par rapport au plateau porte-pince. Vous voyez que ces pinces, elles se déplacent en translation rectiligne. Maintenant, comme je l'ai fait tout à l'heure, je vais regarder
comment est-ce que ce mouvement de translation rectiligne est obtenu? Donc, quelle est la solution technologique? Je vais déjà, premièrement, enlever cet équerre qui me gênait. Et pour l'observation de ce système, voilà, on voit donc parfaitement bien quel est le système qui permet cette translation rectiligne et donc qui réalise la liaison mécanique, cette liaison mécanique qui est ni plus ni moins qu'une glissière. Donc en fait, de quoi est formé ce composant? Il est formé d'un rail de guidage et puis d'un bloc de guidage, et entre les deux, il va y avoir des aiguilles qui vont permettre un déplacement bien plus harmonieux, sans trop de frottement de glissement, et donc le rendement n'en sera que meilleur. Donc dans ces deux vidéos, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai non seulement étudié donc les liaisons, enfin regardé les liaisons, mais aussi les mouvements, et puis aussi on a regardé quels étaient les composants qui nous permettaient de réaliser ces liaisons mécaniques et pour finalement obtenir le mouvement. Alors, je vais donc revenir sur mon diapo. Donc, les deux exemples de mouvements plans, eh bien, les vous voici. Le premier, c'était entre le corps du vérin et le bâti. Le deuxième, eh bien, c'était entre les pinces et le plateau porte-pince. Donc, le premier mouvement qui a été identifié, c'était un mouvement de rotation autour de l'axe OZ. Et le deuxième mouvement, c'est un mouvement de translation rectiligne, donc suivant l'axe X. On parle de mouvement relatif. Pourquoi? Parce que lorsqu'on étudie le mouvement, c'est par rapport à une autre pièce, et cette pièce, c'est une pièce de référence, et on suppose que celle-ci est fixe, ce qui n'est évidemment pas toujours le cas. Regardez dans cet exemple-là, le plateau, puisqu'on étudie le mouvement des pinces par rapport au plateau porte-pince, ce plateau, il est évidemment en mouvement, par exemple dans ce cas-là. Donc c'est pour ça que l'on appelle ce type de mouvement des mouvements relatifs. Je reviens maintenant sur des caractéristiques géométriques qu'il faut toujours préciser lorsqu'on parle de mouvement. Regardez, mouvement de 2 par rapport à 1. Le premier cas, c'était un mouvement de rotation d'axe OZ. Il faudra toujours préciser ces caractéristiques géométriques. De quoi est-ce qu'il s'agit? Eh bien, on précisera le centre de rotation. Centre de rotation, en fait, c'est un point qui est situé sur l'axe de rotation. Et pour ce qui concerne la translation rectiligne, on précisera l'axe de translation. Alors donc, comme je l'ai déjà dit, vous avez remarqué que j'ai à la fois parlé de liaison mécanique, mais aussi de mouvement plan. Eh bien, c'est évident. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on aura un certain nombre de liaisons, ces liaisons, eh bien, nous permettront d'obtenir un mouvement caractéristique, très précis. Donc, par exemple, ici, vous voyez cette liaison pivot d'axe Z, j'aurais d'ailleurs pu mettre pivot d'axe OZ, eh bien, elle me permet d'obtenir systématiquement, obligatoirement, une rotation d'axe OZ. Donc, vous voyez, chaque fois que vous aurez une liaison pivot d'axe OZ, le mouvement relatif sera toujours une rotation d'axe OZ. De même, lorsque j'aurai une liaison glissière d'axe X, le mouvement sera toujours une translation rectiligne d'axe X. Et enfin, parfois, j'aurai besoin d'étudier les mouvements entre deux pièces qui ne sont pas liées directement. J'attire votre attention sur le fait qu'il n'y a pas de liaison directe. Ça ne veut pas dire que ces deux pièces sont totalement indépendantes. Elles peuvent être liées par rapport à d'autres pièces, mais là, en l'occurrence, il n'y a pas de liaison directe entre, par exemple, ici, le corps du vérin et les pinces. Alors, dans ces conditions, le mouvement pourra être de deux natures.
on pourra avoir affaire à une translation ou alors à un mouvement plan quelconque. C'est justement ce que l'on va détailler maintenant. Alors, on va voir enfin une dernière notion pour terminer cette première vidéo, la notion de trajectoire. Donc, en fait, de quoi s'agit-il? Une trajectoire, c'est tout simplement une courbe qui est formée de toutes les positions successives que le point M va avoir. Alors, comment est-ce qu'on la note? On la note de cette façon. Et comment est-ce qu'on l'énonce? Eh bien, on va dire qu'il s'agit de la trajectoire du point M appartenant au solide ou au système 2 lorsque ce système ou lorsque ce solide 2 est en mouvement par rapport à 1. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de mouvement plan quelconque. Eh bien, on va essayer de voir comment est-ce que je vais pouvoir distinguer ce mouvement à travers les trajectoires. Donc, on a vu déjà que lorsqu'on a un mouvement plan quelconque, il faut vous référer à 2 diapos donc précédentes, on a vu que lorsque 2 systèmes de solides n'ont aucune liaison directe, le mouvement, il peut être plan quelconque. Alors, maintenant, on va regarder ceci. On va prendre par exemple le mouvement entre la bielle et le bâti. On regarde bien que ça correspond à ce que j'ai dit tout à l'heure. Regardez la bielle, donc ici en marron. Ici, regardez le bâti. Vous voyez qu'il n'y a pas de liaison directe entre les deux. Alors, maintenant, si je m'intéresse aux trajectoires, je vais prendre la trajectoire, je vais en fait tracer 3 trajectoires de 3 points qui appartiennent à la bielle au cours de son mouvement par rapport au bâti. Je vais d'abord prendre un premier point, ce point A. Ce point A, eh bien, il est commun à la bielle, mais aussi au piston. Si je trace cette trajectoire du point A qui appartient à la bielle au cours de son mouvement par rapport au bâti, je vais avoir un segment de droite. Pourquoi un segment de droite? Eh bien oui, puisque ce point-là, il appartient aussi au piston. Eh bien, on voit que le piston, il va avoir un mouvement vertical, donc ce n'est pas étonnant que les différents points successifs du point A eh bien, suivent cette trajectoire-là. Maintenant, je vais m'intéresser à un autre point très particulier. Ce point, c'est un point qui appartient à la fois à la bielle, mais aussi au vilebrequin. Et lorsque j'étudie le mouvement de cette bielle par rapport au bâti, eh bien, je vais avoir donc un cercle. Pourquoi? Parce que ce point-là, il appartient aussi au vilebrequin, et lorsque le vilebrequin tourne, il tourne par rapport à cet axe. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'on a affaire à un cercle. Maintenant, si je prends un autre point, c'est-à-dire le centre de gravité de cette bielle qui appartient donc à cette bielle et au cours de son mouvement par rapport au bâti, si je menais une étude graphique, par exemple, je constaterais que cette trajectoire, elle ressemblerait un petit peu à ceci. Alors, quelle conclusion puis-je tirer de ceci? Je remarque que les trajectoires de chacun de ces points sont complètement différentes. C'est donc ce que j'ai indiqué ici. Aucune trajectoire est identique. Eh bien, ça caractérise tout à fait le mouvement plan quelconque. Chaque fois que j'aurai des trajectoires qui seront différentes, eh bien, je pourrai en conclure que le mouvement sera un mouvement plan quelconque. On va voir maintenant autre chose, peut-être un petit peu plus simple. Le mouvement de rotation autour d'un axe OZ. Donc, je reviens sur l'exemple que j'avais pris tout à l'heure, le mouvement du corps du vérin par rapport au bâti. On a vu que ce corps du vérin, il tournait par rapport à OZ. Si je prends par exemple le point A, qui appartient au corps du vérin, eh bien, si j'en trace donc cette trajectoire, je vais évidemment avoir
une trajectoire donc, qui a la forme d'un cercle. Donc, chaque fois que j'aurai un mouvement de rotation autour d'un axe OZ, eh bien, la trajectoire sera un cercle qui sera centré en haut et dont le rayon sera le rayon OA pour la trajectoire du point A. Si je prends un autre point B qui lui aussi appartient au corps du vérin, eh bien, j'aurai également un cercle toujours centré en haut, puisqu'on a bien un mouvement de rotation autour de l'axe OZ, et dont le rayon est la distance OB. On constate une chose, c'est que ces cercles sont concentriques. Concentriques, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont le même centre. Et le centre, c'est le point O. C'est pour ça que c'est très important de noter ces caractéristiques géométriques lorsque l'on précise le mouvement relatif. Maintenant, dernière chose, on revient sur le mouvement de translation. Alors là, c'est un tout petit peu plus compliqué parce qu'on peut distinguer en fait 3 types de translation. Donc, vous voyez ici, dans chacun de ces cas, il y a un mouvement de translation. Translation rectiligne, voilà, translation circulaire et translation quelconque. Regardez, maintenant, ici, je pose un repère, par exemple, sur cette pièce mobile, notamment c'est la pince, puisque je m'intéresse au mouvement de la pince par rapport au plateau. Donc, je pose ce repère sur cette pièce mobile. Qu'est-ce que je constate? Eh bien, ce repère, eh bien, il est resté parallèle à sa position initiale. On a exactement la même position. Regardez, maintenant, je m'intéresse au mouvement du timon. Le timon, c'est cette partie-là qui va être ensuite fixée sur le véhicule. Donc, c'est cette partie-là. Ce timon, eh bien, c'est un timon qui va être adaptable, hein, par rapport à la remorque. Donc, il y a un système de 2 barres, comme ceci. Et donc, si je pose un repère sur la pièce mobile, donc à savoir le timon, si maintenant je trace le timon, par exemple, dans une autre position, voilà, par exemple celle-ci, et je constate que ce repère est resté parallèle au repère initial. Et je peux bien sûr faire la même conclusion pour le dernier. Ici, c'est une table qui se déplace par rapport à un bâti. Et là, on a la position, la deuxième position. Donc, chaque fois que j'aurai une pièce mobile, mais lorsque le repère mobile, eh bien, reste parallèle donc, au repère initial, eh bien, j'aurai un mouvement de translation. Alors maintenant, comment est-ce qu'on distingue un mouvement de translation rectiligne d'un mouvement de translation circulaire, etc. Eh bien, en observant les trajectoires. Vous voyez, regardez les trajectoires de ces 2 points. Il s'agit de segments de droite. C'est pour ça que je qualifierais ce mouvement de translation rectiligne. Donc ça, c'est important de dire, voilà, j'ai bien un mouvement de translation, ça c'est une chose, mais je dois aussi le préciser en disant si c'est un mouvement de translation rectiligne ou autre. Et là, par exemple, j'aurai un mouvement de translation circulaire. Pourquoi? Parce que les trajectoires, eh bien, ce sont des cercles. Si je prends un point donc, qui appartient au timon et si j'étudie le mouvement du timon par rapport à la remorque, eh bien, j'obtiendrai un cercle. Donc, le mouvement sera qualifié de mouvement de translation circulaire. Et enfin, si les trajectoires sont ni des segments de droite, comme c'est le cas ici, ni des cercles, c'est le cas là, si la trajectoire est totalement quelconque, vous voyez, regardez ici, c'est une courbe totalement quelconque, là, hein, aussi bien pour le point A
que pour le point B, eh bien, à ce moment-là, je qualifierai cette translation de translation quelconque. Vous remarquez quelque chose, c'est que ces trajectoires sont toutes identiques, hein, donc pour chaque cas, et elles sont aussi superposables. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si je prends la trajectoire du point A de 2 par rapport à 1, donc c'est ce segment de droite, si je la prends, si je la pose ici, eh bien, elle viendra se superposer parfaitement. Exactement la même chose ici. J'ai un cercle, ce cercle rouge, c'est exactement le même que celui-là. Exactement le même. Je peux le superposer. Et là, je peux faire exactement la même chose. Donc, il s'agit bien d'une caractéristique d'un mouvement de translation. Alors, souvent, les élèves, les étudiants ont un petit problème en essayant de s'imaginer ce qu'est un mouvement de translation circulaire. Donc, en regardant dans l'atelier de maintenance, j'ai trouvé un système où il y avait un mouvement de translation circulaire. Je vais vous montrer cette vidéo. Donc, il s'agit d'un sous-système que l'on retrouve sur le Ravoux. Vous voyez ici cette pièce qui bouge là, cette partie-là, ce vérin de préhension, eh bien, il est en mouvement de translation circulaire par rapport au bâti. Vous voyez, si vous regardez ce mouvement, comment est-ce que ce vérin de préhension se déplace. Rejouer cette vidéo rapidement. Vous voyez, ici, il reste, si je posais un repère, et c'est ce que je vais bientôt faire, je vais poser un repère sur cette pièce mobile et je vais constater que ce repère restera constamment parallèle à son repère initial. Voilà, donc je vais terminer cette vidéo et je vais passer à nouveau au diapo. Regardez, vous voyez, par exemple, j'avais cette partie-là au départ. Donc je vais poser un repère fixe quelque part, donc sur le bâti, puisque j'étudie le mouvement de ce vérin de préhension par rapport au bâti. Donc j'ai posé un repère que je vais qualifier de fixe. Puis ici, je vais mettre un repère mobile lié au vérin de préhension. Maintenant, ce vérin de préhension, eh bien, il passe dans une deuxième position. Voilà, je regarde comment se sont déplacés les repères. Bien sûr, le repère fixe, évidemment, il est resté fixe, donc fixé au bâti. Par contre, le repère mobile, lui, s'est déplacé en même temps que le vérin de préhension. Et si je m'intéresse à la dernière position, donc cette dernière position, je fais exactement la même conclusion. Vous voyez que ce repère, le repère rouge, par rapport au repère jaune, eh bien, il garde des directions qui sont constamment parallèles. Je peux donc en tirer une conclusion, c'est que j'ai bien affaire à un mouvement de translation. Maintenant, il suffirait d'étudier une trajectoire pour s'apercevoir que cette trajectoire, c'est bien un cercle. Et ce cercle, il est obtenu par un système dit système 4 barres. Mais là, en l'occurrence, les 4 barres ont été remplacées avantageusement par un système poulie courroie crantée. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer. Je suis là pour ça. Merci.